Salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode de Stargate Fort Accord. On traitera dans cette émission les 4 premiers épisodes de la saison 7. Et sans attendre, l'épisode Retour aux sources partie 1 qui ramène Michael Shanks et son personnage de Daniel Jackson dans l'équipe SG1. C'est aussi le départ du casting principal de Corinne Nemec, interprète de Jonas Quinn, qui reviendra dans la seconde partie de cet épisode et plus tard dans la saison, dans l'épisode Dangereuse Alliance. Par certains aspects de son scénario, cet épisode semble faire référence à une autre grande saga de la science-fiction. En effet, l'intrigue et certaines stratégies mises en place par les personnages ne cachent pas leur inspiration de l'épisode 4 de Star Wars, Un Nouvel Espoir, ou à l'épisode 6, Le Retour du Jedi. On peut aussi reconnaître certains plans, empruntés très humblement à la saga de George Lucas, comme ici avec le noyau énergétique du vaisseau mère d'Anubis, qui n'est pas sans rappeler le cœur de l'étoile de la mort. Justement, côté effets spéciaux, on peut remarquer une drôle de déformation du décor dans cette scène. On peut voir le vaisseau se déformer, comme un tapis qui se déroule, tandis que le ciel étoilé reste immobile quelques instants. Je vais boucler l'extrait, ça finira par vous sauter aux yeux. Les commentaires audio nous informent que les deux casiers autour de Daniel, ici, arborent les noms Maguire B et Maynard G, tous deux tirés des membres de l'équipe de production. Bridget Maguire, la directrice artistique, et Jim Maynard, le directeur de la photographie. On y apprend aussi que toutes les scènes qui se situent dans les ruines sont tournées en studio et que ces escaliers sont périodiquement détruits puis reconstruits pour établir de nouveaux décors comme l'intérieur de Abydos ou la prison de l'épisode pilote. D'ailleurs, dans la scène des ruines, les figurants présents de chaque bord des groupes qui conversent sont identiques. Par exemple, ici, la dame à gauche apparaît en même temps de l'autre bord. Dans cette scène, je n'ai pas réussi à déterminer la nature de l'objet qui se balade en bas de l'écran dans les contre-champs de Daniel, mais je suppose que c'est la perche de son. Si Martin Wood réalise un caméo bien plus visible qu'à l'accoutumée dans cette scène, on ne peut s'empêcher de remarquer son appétit féroce pour une barre protéinée. En effet, c'est un clin d'œil envers le personnage de Jonas qui était régulièrement vu en train de manger durant tout le début de la saison 6. Toujours au niveau des comédiens, on remarque que l'acteur qui joue le rôle du vieux sage a également joué le rôle de Pyrrhus dans l'épisode 5 de la saison 2, la princesse Sheila. Épisode suivant, Retour aux sources partie 2. Pour rester dans les comédiens réutilisés, on peut reconnaître Glynis Davis, déjà vue dans l'épisode 1969 où elle jouait la jeune Catherine Langford. Mais surtout les fans de Stargate Universe la retrouveront en tant que mère, Debbie Wallace. Si on avait déjà parlé de l'origine du nom de Kelowna, emprunté à une ville canadienne, vous serez heureux de savoir que dans cet épisode, le fond de ce plan est en fait la côte nord de Vancouver. L'ensemble du décor représentant le bunker kelonien est emprunté à une autre série, Jérémia. Côté fort accord classique, Jonas peut être vu la main droite sur le côté droit de son cou, et sur le plan suivant, sa main droite est sur le côté gauche de son cou. Aussi, le personnage situé derrière Gary Jones dans cette scène retire ses lunettes, puis sur le plan suivant, les retire à nouveau. Petite erreur ici où l'on voit les ombres projetées sur le mur alors que l'équipe n'a pas encore traversé l'horizon des événements. On en trouve aussi la plaque de détonation sur le ventre du traître kelonien juste avant qu'elle n'explose. Dans la séquence se déroulant dans l'entrepôt, on peut discerner une mine Tobin dans le fond sous le drap. Dans la même scène, alors que les Jaffa se font botter les fesses, Jonas est vu en train de tirer dans le vide. Les effets visuels n'ont pas été ajoutés sur son ZAT. Au sujet des effets visuels, justement, on peut observer une chose étrange quand O'Neill et Carter traversent la porte. Les personnages à l'avant-plan sont tous transparents. Chose assez rare, la scène suivante est en fait un reshoot, c'est-à-dire un tournage supplémentaire après la fin de tournage officiel de l'épisode. En effet, les commentaires audio nous apprennent qu'une erreur s'était glissée dans le premier enregistrement, puisque ce personnage ici était vu avec une lance serpent. Ce fut jugé inadéquat du fait de son rang, puisqu'il s'agit d'un Goa'uld et non d'un Jaffa. Épisode suivant, l'apprenti sorcier. Cet épisode fut écrit en partie pour combler l'absence de Richard Dean Anderson, plus aussi disponible qu'avant. Michael Greenberg, producteur exécutif, avait déclaré qu'au début, ce devait être Odin, un personnage mi-Asgard, mi-humain, qui devait enlever O'Neill. Ce fut finalement Loki, un Asgard comme tous les autres. Et bien que les écrivains et les producteurs soient restés ouverts à l'idée de faire revenir le jeune O'Neill dans d'autres épisodes, l'occasion ne se présenta pas. À ce sujet, sachez que l'interprète du jeune O'Neill, Michael Welch, porte des lentilles de contact marron puisqu'il a normalement les yeux bleus. L'actrice qui joue le rôle de la version jeune d'un des témoins qu'interroge l'équipe est en fait la fille de Don Shia, Joey Shia. Sachez aussi que dans la version originale de l'épisode, le Asgard Loki est doublé par Peter DeLuise, réalisateur de l'épisode.
C'est aussi dans cet épisode que Teal'c portera désormais un peu moins de maquillage, notamment sous les yeux. Et la jeune femme apparaissant près du cheval dans cette scène est Tracy Smith, la coordinatrice de production de la série. La scène du ranch d'ailleurs est tournée sur la même propriété que le chalet de O'Neill. Au niveau des faux raccords, on peut voir la bouteille de vin ici être dans une position légèrement différente entre ces deux plans. C'est aussi le cas dans cette scène du câble de téléphone sur la table de nuit de O'Neill. Attardons-nous sur cette séquence d'ailleurs. Pour réaliser cet effet, deux plans sont tournés, un plan avec O'Neill allongé et un plan avec le lit vide. Ensuite, en post-production, le comédien est détouré puis intégré sur le plan vide. Si d'habitude c'est impeccable, ici on peut voir un léger décalage entre son bras et le drap, et on remarque aussi l'absence totale d'ombre sur sa droite, pourtant bien visible sur le plan précédent. Un petit faux raccord encore ici sur la position de la lanière du sac du jeune O'Neill, différente sur le plan suivant. Enfin, dans ce même plan, en faisant appel à votre imagination, vous pourrez deviner la caméra, montée sur grue, pour réaliser le mouvement final. Dernier épisode de cette émission, les esclaves d'Erebus. On peut d'abord apercevoir Martin Wood avec Dan Chia passé derrière dans cette scène. L'infirmière visite dans cet épisode est la doublure photographie de Amanda Tapping. On peut aussi remarquer que le costume du primat de Baal est le même que celui de Bratak dans les flashbacks de l'épisode Le Seuil de la saison 5. Dans la scène de bagarre générale, on peut observer plein de choses. D'abord, les combats semblent avoir été tournés 2 fois, mais à 2 moments différents, ce qui produit des éclairages très différents, comme ici où on voit clairement le soleil sur la face du Jaffa de droite, alors que sur le plan suivant, le soleil a totalement disparu. Dans la même séquence, on peut observer un Jaffa chiller bien tranquillement, tandis que tous les autres se tapent dessus. Remarquez aussi la doublure cascade très visible du méchant blondinet. Un peu plus tard, on peut voir Ryak empêcher Ragnar d'aider Teal'c, puis sur le plan suivant, Ryak est vu à nouveau courir vers Ragnar. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Stargate Faux Raccord.